Voilà. Merci beaucoup. Je pense tous les jours que l'impossible peut devenir possible. Qu'en pensez-vous? Beaucoup se souviennent de ces mots d'Ignacio au FMMD d'Istanbul il y a quelques années. Ignacio arrive, entre guillemets, à la fin de son mandat à Terre des Hommes. Et donc nous voudrions, nous et tous les autres ici dans la salle, remercier Ignacio pour ce qu'il a fait. Je crois que nous devons beaucoup à Ignacio parce que beaucoup de ce que nous avons fait, c'est grâce à lui que nous l'avons réalisé. Et nous avons donc préparé un petit quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Ignacio donc part en Croatie dans 2 jours. Pour donc une aventure sportive de 1200 km, sachant que la quantité de bagages qu'il peut emmener est limitée. Nous nous sommes limités justement à un T-shirt qui dit « Ignacio, tu es notre numéro 1 », signé par toute une série de proches et d'amis. Merci beaucoup, Joshua. Nous allons vous montrer donc justement un petit résumé en 1 ou 2 minutes, petit programme vidéo qui va vous résumer le travail d'Ignacio et de Terre des Hommes. Il y a 2 semaines, il y a une conférence ici à Berlin sur les enfants migrants avec 27 organisations qui sont ici dans la salle. Cela a été un moment important parce que cela a permis d'entendre des voix et de mettre en place un processus, entre guillemets, de consultation au niveau des pays, mais en mettant l'accent sur les enfants. Il y a également eu une grosse conférence en Asie du Sud-Est. Cette conférence a permis notamment de discuter déjà du pacte mondial, mais pas uniquement de cela, parce que nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, et notamment de solutions. Et je crois que l'idée était de donner aux enfants la possibilité de parler et d'être entendus. Milena, qui est donc rapportrice en charge des questions liées aux droits des enfants, donc Milena, donc, qui a moins de 18 ans, ce qui est très bien. Ça fait 10 ans qu'on essayait d'avoir quelqu'un de moins de 18 ans. C'est fait. Civil Society Day. Alors, en 2015, journée FMMD, j'étais président, j'ai posé la question, combien y a-t-il de jeunes dans la salle? 5. Il y avait 5 jeunes dans la salle. Carl Christensen, qui est là, avait 20 ans, rapporteur des droits des enfants à Istanbul. Il y en a beaucoup plus maintenant. C'est grâce à la conférence Children on the Move. Les enfants jouent un rôle prépondérant. Maintenant, il y a des jeunes avec cette expérience en migration. Farah, demain, prendra la parole. Milena, Marianne, énormément d'enfants. Et c'est important qu'on soit à l'écoute de la parole de ceux qui géreront tout cela d'ici 20 ans, puisqu'on parlait de perspectives à long terme. Et le film illustre mon propos. Merci beaucoup, Ignacio. On va projeter le film, s'il vous plaît. El audio.
¿Alguien nos puede ayudar con el audio? Por favor. What we will do is we will send it around. Bueno, una disculpa porque Désolé, petit problème technique, on n'a pas le son. De toute manière, on va nous envoyer le film. À présent, Michel Nacio, est-ce que donc on va parler du pacte mondial et quelles sont les tâches qui nous incombent? Ignacio, il va nous parler du travail effectué pour les enfants. Voilà. Est-ce que tu peux prendre la parole, Ignacio? Oui. Pour rapporter ce dont on a parlé en tant que société civile dans la phase préparatoire, déclaration de New York, également FMMD, notamment à Dakar. Revenons à la réunion de la société civile, réunion satellite FMMD à Chypre, en fait, septembre 2016, 30 septembre, 1er octobre 2016, avec des gens de terrain, la jeunesse, et puis certains d'entre vous également avec une influence politique. Il y avait, on a dit, il y a énormément de confusion en ce qui concerne la déclaration de New York et ça prête toujours autant à confusion. On s'était dit au départ, c'est une superbe opportunité à saisir. Alors, il faut façonner cela. Soyons énergiques. Rattrapons la balle au bond et on a également dit, prenons la déclaration de New York, il y a 6 parties concernant les enfants, il faut développer ces 6 points. Et ces points sont basés sur des engagements existants. Ensuite, soyons concrets. Travaillons sur les objectifs, les indicateurs et tout ce qui est échéancier également. Et puis, ensuite, peu importe nos égos, nos logos, c'est le moment où on oublie pour quelle organisation on travaille et l'union fait la force. Ainsi, on s'est réunis et on en a parlé à Dakar, journée société civile, et on a parlé des initiatives des enfants, droits des enfants, plusieurs documents, vous pouvez les trouver également ici. J'allais vous montrer un document vert pour commencer. Nous dit Ignacio, ce document-ci. Il y a les syndicats, les agences des Nations Unies, etc. Et en fait, c'est une entreprise menée par la société civile avec des experts des agences des Nations Unies et également le secteur privé. Conférence, 320 personnes, c'est lié à l'initiative. Une conférence où tout le monde était réuni, pas suffisamment de gouvernements, 10 gouvernements, mais le secteur privé a répondu présent, la philanthropie, secteur privé, académiciens, la diaspora, les diasporas, pas uniquement des organisations pour les enfants. C'est quand même dommage. On est en train d'en parler ici alors que les gouvernements traitent les mêmes thèmes à quelques rues d'ici. Et bon, malheureusement, cette année, il y a moins de représentants des gouvernements à cause des doublons. Demain, on disposera d'un espace commun, ce sera un moment clé. Et à présent, une deuxième composante de cette initiative qui, enfin, ça c'est très concret. Et la question est, quels sont les objectifs, quel est l'échéancier en question? Il faut dire qu'il faut prendre une orientation spécifique au niveau du pacte mondial. Vous avez reçu ce document qui est un résumé de ce qu'un certain nombre d'experts font, experts de différentes organisations.
Et là, on a retiré la casquette organisation et on est là en tant qu'individu. Ça, c'est la version plus longue qui est disponible également, qui apporte des détails quant à ce qu'on entend par objectif, indicateur, et puis il y a des exemples. Ça pourrait être une orientation à prendre, et l'idée étant d'avoir un dialogue avec les gouvernements. Et c'est important qu'au niveau des capitales, on déclenche quelque chose, un mouvement qu'on explique. C'est ce qu'on veut pour les enfants dans le cadre du pacte mondial. Et ce sont des éléments concrets. Merci Ignacio. C'est le moment de parler des actions. Et ce qui importe, c'est l'orientation qu'on souhaite prendre, nos propositions, etc. Maintenant, on va parler des processus pour le pacte mondial. On va parler du contexte. Et puis, il faudra voir quelles sont les actions qu'on pourra prendre en tant que société civile. Merci beaucoup, Bérénice. Si vous me le permettez, permettez-moi de formuler des commentaires concernant les tactiques et le format. Le contexte, on en a déjà parlé. La déclaration de New York, ce qu'elle nous dit, il s'agit d'un guide par rapport au pacte. C'est clair, il n'y a pas grand-chose, mais c'est clair. On parle d'engagement, de principe et de compréhension. Il est stipulé que le pacte doit inclure ces trois éléments, à savoir des engagements, des actions, des principes. Et un mot qui est nouveau, c'est le mot compréhension. Et là, on doit interpréter. Par contre, on a le mot engagement, le mot principe, on connaît ces mots. Voilà le contexte. Deuxième contexte, on a entendu dire qu'il s'agira d'un accord non contraignant. Ainsi, travaillons sur cette base-là. Troisième contexte, ce pacte et la déclaration de New York, tout cela se produit encore à l'état embryonnaire des objectifs de développement durable. Et puis il y a la question de la convergence. Dans ce qu'on a fait, on a une version à jour et là, on parle des objectifs de la société civile, on parle des différents liens avec les objectifs de développement durable. Et puis, on a déjà parlé de cela et de manière générale, on s'est mis d'accord sur différents points. C'est pour cela qu'au début du processus du pacte, j'étais un peu sceptique, dirais-je. Je n'étais pas cynique, mais j'étais sceptique. Et mon scepticisme était lié à cette question, que doit-on faire de différent? Vous savez, quant à la convergence quant aux convergences existantes, c'est ce qui m'empêche de demeurer cynique. On parle là de gouvernement, on parle de la société civile et on peut trouver des gouvernements qui font des choses opportunes. Il y a de l'espoir. Et donc voilà, Tumaini, notre espoir. En ce qui concerne les tactiques, que compte-t-on faire maintenant par rapport au pacte? Mes observations personnelles d'ailleurs, alors que j'ai entendu ce que les collègues ont dit, quasiment toutes les clauses du pacte, eh bien, il faudrait qu'il y ait des tactiques. J'en ai listé 3. Primo, chaque clause doit chercher à renforcer la volonté. Pour tous les thèmes, il y a la question de la volonté. Il faut renforcer cette volonté. Et secondo, chaque clause doit chercher à faciliter ce que j'appelle l'hyperactivité des dévoués.
Ça ne suffit pas d'avoir une coalition de ceux qui sont de bonne composition, mais on doit apporter les instruments nécessaires pour faire plus, pour passer de la volonté à l'action. Parce que la migration est positive, ça doit être le dénominateur commun. Troisième point, chaque clause du pacte, d'après moi, doit être de valeur. Il faut un pacte qui vaut la peine d'être avalisé par tout un chacun. Il faut un pacte qui en vaut la peine, pas uniquement pour les États membres, mais également pour nous, la société civile. Que nous, on soit à même de l'utiliser dans nos propres alliances, qu'on mette en œuvre tout cela. Et puis finalement, au niveau du pacte, je dirais que toutes les clauses doivent chercher à saisir des opportunités pluralistes plutôt qu'une cohérence politique. Je pense qu'il y a un risque encouru, qu'on risque de rencontrer des problèmes si on cherche une cohérence systématiquement politique. Il y a tellement d'exemples démontrant que les choses ne sont pas cohérentes. Parfois, on a l'impression que nos gouvernements font du bon travail d'une part, mais on constate qu'ils font du mauvais travail d'autre part. Ne soyons pas distraits par une recherche systématique de la cohérence partout. Il faut de la pluralité, il faut être logique dans notre approche. Et puis, j'ai pris la parole au sommet de New York et j'ai insisté sur le fait qu'il y avait trop de principes avec trop peu d'actions. Ce qui importe, ce sont les performances, les actions sur le terrain. Dernier commentaire. Maintenant, je vous les propose maintenant ou plus tard. Bon, j'ai différents points concernant le format. Si on imagine le produit fini, le pacte, c'est ainsi que moi je l'imagine. Ça commencerait avec une introduction simple, préambule, un paragraphe déclarant les principes. Parce que je pense qu'il faut un préambule stipulant tous les principes, faisant référence à tous les principes convention avalisée. Reconnaître cela. Et puis, immédiatement après cela, il faudrait présenter un nouveau principe. Je pense que ce nouveau principe n'existe pas encore. Ça doit être un principe pour stipuler que la non-mise en œuvre des conventions ce serait un délire. Il faudrait un nouveau précis. Ça devrait être un nouveau principe. Donc, présenter quelque chose et ne pas adhérer à ces nouveaux principes, ce serait complètement fou. Donc, les principes, rappel des principes. Et, comme on l'a dit, ces choses semblent dingues, mais ça n'est pas dingue. Ça n'est pas dingue, ça n'est pas fou. Et certains États membres pourront participer. Certains pays pensent qu'il est fou d'avaliser certaines choses et ne pas les mettre en œuvre. Deuxième point, il faut une vision. Pas plus d'un paragraphe. Et il faut agir à plus long terme. On a parlé des risques encourus, mais on en sait suffisamment pour coucher sur papier un paragraphe et il ne faut pas trop s'écarter des phrases utilisées à l'heure actuelle. On parle de migration en tant que choix plutôt qu'une nécessité et cette migration moteur du développement. Il faut une vision simple. Autre point que j'aimerais constater, il faudrait un certain nombre de nouveaux principes. Le premier principe, je l'ai mentionné, le côté qui serait dingue de ne pas mettre en œuvre ce qui est stipulé. Puis il y a de nouveaux principes qui pourraient être basés sur la consultation. Moi, je songe à 3-4 exemples. Un,
la question des firewalls, comme on dit, par rapport au service. Voyons si ça peut être inclus comme principe de base. Secundo, cette idée de non-criminalisation de la solidarité. Ces 18 derniers mois, on constate cette criminalisation des gens qui aident les migrants. Nouvelle menace, décriminaliser. Tertio, en tant que nouveau principe, un principe de régularisation pour dire que tout enfant qui vit dans un pays depuis 5 ans, quel que soit le départ du parcours, doit être régularisé. C'est un principe. On peut étendre cela aux adultes également. Et ensuite, on pourra avoir un débat quant au nombre d'années, mais c'est un principe. Et puis, dernier principe, nouveau principe, on doit, en tout cas pour nos négociations, lancer ce concept de transnationalité. Là, au XXIe siècle, il faut songer à ce principe de transnationalité, que les êtres humains peuvent avoir plus d'une nationalité. Et puis voilà, ça n'est pas mauvais du tout. Voilà, en tout cas, il faut argumenter dans ce sens-là. Hormis les nouveaux principes, on peut également... La question engagement. Ma suggestion, mon argument, on doit diviser cela en deux. Il faut des engagements et il faut également... Vous savez, les États membres parlent toujours des engagements. Et puis, il faut une partie sur les omissions, c'est-à-dire les choses qu'on ne va absolument pas faire. Une liste qu'on ne fera absolument pas. 6, il faudrait avoir quelque chose comme ce qu'Ignacio a dit, à savoir tous les thèmes. Là, on a 6 thèmes pour l'instant. Société civile. On peut peut-être se mettre d'accord sur ces 6, 8, 9 ou 10 points. Se mettre d'accord sur les grandes questions et puis on les ventile. Et j'apprécie d'ores et déjà ce qu'Ignacio a déjà fait pour les droits des enfants, des objectifs, des indicateurs. On peut inclure des options de programme. Puis finalement, je pense qu'il faut prévoir une section sur les moyens de mise en œuvre, c'est-à-dire l'argent, combien est-ce que cela va coûter pour mettre tout cela en œuvre. Et ça n'est pas fou. Vous savez, dans la déclaration de New York, il y a un point, une clause précise qui stipule que le compact peut inclure des moyens de mise en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la première personne qui couvre les points précis qui pourraient être inclus dans le pacte mondial. Et puis la question est de savoir comment on compte construire cela. Maintenant, on passe à Michel. Michel qui va nous parler des impacts potentiels du pacte mondial. Michel a participé à pas mal de débats, etc. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vraiment agréable de prendre la parole après vous. Effectivement, prendre la parole après Djibril, parce qu'effectivement, je dirais que vous avez dépeint de manière très limpide les objectifs qu'on pourrait atteindre dans le cadre du pacte mondial. C'est très structuré ce que vous nous avez présenté. On a couché sur papier vos idées. Quelques commentaires à présent, si vous me le permettez, qui pourraient nous aider dans le cadre des groupes de travail des ateliers. Ça, c'est un peu l'orientation prise. Voilà, je serai succinct. Tout d'abord, avant de mentionner 3 points, permettez-moi de remercier Blanca et tous nos amis d'Amérique latine. Merci pour le courage de Blanca. Vous savez, il est rare qu'on entende pareille histoire en direct. C'est très touchant. Nous sommes des parents et vraiment, ces témoignages sont poignants. Il faut trouver des moyens où on n'est pas tout simplement en train de nous informer. Il faut effectivement qu'on
informe dans des lieux un peu différents. On a différents témoignages et dans la société civile, on a travaillé en suivant tout cela de près. Ce monitoring, ce suivi a été amplifié par le travail également de l'OIM. C'est grâce à notre courage en tant qu'individu qu'on pourra faire bouger les choses et il faut qu'on présente tout cela à l'avant-plan. Et puis, il faudra qu'à l'avenir, on protège ainsi les enfants et bien entendu les parents des enfants. Donc, merci pour ces témoignages très courageux, c'est poignant. Il faut voir comme ensemble on peut aller de l'avant. Et également, je souhaitais reconnaître le courage d'un des jeunes, d'une des jeunes, Mariana. Ignacio a mentionné Mariana. Elle s'est exprimée du Brésil. Elle a relaté son expérience en détention en tant qu'enfant. Et puis, on l'a renvoyée, extradée des États-Unis, etc. Elle nous a expliqué que les enfants ne doivent jamais se retrouver en détention. Elle nous a expliqué certaines choses. Et c'est vrai que la détention a un impact très négatif sur la santé des enfants, santé mentale, physique, bien-être de l'enfant. Elle s'est exprimée ainsi. Et ça, c'était quelque part un peu mon point de départ. Les trois points principaux en ce qui concerne le pacte mondial. Primo, il s'agit de réitérer nos engagements et on doit aller au-delà de nos engagements. La raison pour laquelle je souhaite commencer avec les enfants en détention, c'est pour que collectivement on se rende compte de ce qui se passe en la matière. Voici 5 ans, il n'y avait pas de consensus mondial comme quoi les enfants ne devaient jamais se retrouver en situation de détention. Et vous savez, le consensus global, mondial, c'est de la part des partenaires. Et il y a différents acteurs des Nations Unies, notamment, qui ont dit qu'il ne fallait jamais opter pour la détention des enfants. Et voilà, il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Et là, maintenant, on a cette coalition. Et la question de savoir comment est-ce qu'on poursuit sur notre lancée, comment est-ce qu'on va au-delà des engagements pour contempler en pratique comment on peut mettre en place ce qu'il y a lieu de mettre en place. Ignacio a fait référence des droits humains, ces 4 pages, ressources intéressantes à considérer dans le cadre des groupes de travail, des ateliers. Il s'agit des objectifs, de certains des objectifs. Par exemple, les enfants en détention. Il est stipulé que pour 2021, il faudra avoir énormément d'alternatives. Et pour 2023, il faudra avoir modifié la législation. Puis il y a la question de l'accès aux services, par exemple. Pour 2025, s'assurer que les réfugiés et les migrants enfants aient accès, le même accès que les enfants au niveau national aux soins de santé, notamment, soins pédiatriques. Ce sont des exemples pour illustrer mon propos. On sait, par exemple, que dans le contexte européen, il y a encore 28 États membres. Parmi les 28 États membres, 8 États adhèrent à ces objectifs. Ils permettent aux enfants sans papier d'avoir accès à ce qu'il y a lieu d'avoir accès soins de santé, etc. Et la question est, qu'est-ce qui nous a permis d'avancer, de progresser, etc. Deuxième point, au-delà des engagements, deuxième point, ce qui a été soulevé ce matin également, il s'agit d'être suffisamment visionnaire, mais suffisamment spécifique également. Tout cela doit être quantifiable. Un exemple, au niveau firewall. On sait que le firewall, cette séparation entre tout ce qui est immigration, service, justice, etc., les professeurs, l'inspection du travail ne doit pas rapporter ses enfants en pareille situation. Ça, c'est le firewall, ce fameux mur. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Pour l'individu, cela signifie qu'ils ne seront pas déportés. Cela signifie pour les prestataires de services qu'ils vont devoir faire ce qu'il y a lieu de faire. Ça pourrait être un document politique, ça ne doit pas être un changement de loi systématiquement, mais en tout cas, cela a un impact énorme sur la vie au quotidien des migrants, mais également de la communauté.
et également la manière de contempler, par exemple, le firewall. Il faut impliquer les villes. Voici 2 jours, on a participé à un forum et l'année passée, il y avait ce document, à savoir une consultation mondiale sur ce que la société civile a dit sur les villes et les migrants et comment on peut travailler ensemble. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a appris cette année-ci, c'est que le firewall a été mentionné dans leur déclaration en tant que maire, réunion des maires. On constate que les villes font partie de la donne, la manière d'aller de l'avant. Et comme Colin l'a dit tout à l'heure, il a parlé des réunions de la société civile de maintenant à fin octobre. On peut trouver des moyens pour les impliquer dans les discussions. Et puis le dernier point que je souhaitais mentionner, la grande question concernant les canaux réguliers de migration, comment on comble la brèche entre les 2 pactes, pacte migration, pacte réfugiés. Et Grégory a mentionné dans le cadre du panel qu'il fallait vraiment, ou que les organisations devaient aller plus loin au niveau local. Jusqu'en septembre, on a fait cela. Et puis quand on a séparé, opté pour 2 pactes, on a constaté une segmentation claire. On travaille au niveau national, régional, plutôt bien, avec les organisations des droits des réfugiés, mais on doit traduire ça au niveau des pactes. On connaît la réalité sur le terrain après tout. Et l'Union européenne, il y a eu des arrivées en masse et énormément de demandeurs d'asile. Et là, on est à quasiment du 50%, mais pas du 100%. Les taux de renvoi, de retour, on n'est pas du 100%. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura des personnes sans documents qui seront un petit peu en porte-à-faux quelque part. Donc, merci beaucoup, Michel. Donc, c'est un panel qui nous a éclairé nos lanternes. Et puis, la question est de savoir comment est-ce qu'on pourra se pencher les recommandations du pacte. Et puis, on va poser la question et on va donner la parole à vous, le public. On vous demande des interventions concrètes. Y a-t-il des questions? Oui. Je vous en prie. Hello, Zaina Mohanna from Aml Association from Lebanon. Association du Liban. Merci beaucoup. Intervention très intéressante. Et merci au processus du pacte mondial. On parle de travail sur le terrain, etc. Et c'est génial de tirer les leçons. Et c'est très bien d'avoir des conventions qui font preuve de réalisme et de pragmatisme. Effectivement, depuis le sommet, on parle de démographie changeante dans le monde, de plus en plus de réfugiés, de plus en plus de mouvements migratoires, etc. Et c'est vrai qu'il faut agir et réagir. Il est vrai qu'il y a énormément de migration. On sait qu'il y a une distinction importante entre la migration volontaire et les mouvements migratoires involontaires, où les gens doivent se déplacer à cause de crises, de guerres, etc. Et puis, il y en a d'autres qui cherchent tout simplement des meilleures conditions de vie. Il faut franchement faire cette distinction. On la constate sur le terrain, bien entendu. Vous savez, il y a différents facteurs dont il faut tenir compte et puis il faut pouvoir réagir de manière différente. Les gouvernements doivent réagir et s'adapter. Le cas du Liban, par exemple. On sait que la crise de Syrie est la crise la plus importante depuis le Rwanda en ce qui concerne la magnitude réfugiés, déplacements, mouvements migratoires. Le Liban, 4 millions d'habitants. Là, on s'est engagé à accueillir donc les réfugiés à hauteur de 1,5 million de réfugiés. Donc, ça correspond à plus d'un tiers, effectivement, du nombre total des habitants chez nous. Et ainsi, réellement, la question, quelle est la responsabilité qui nous incombe par rapport à l'accueil? Qu'en est-il? Quelle est la responsabilité qui incombe aux pays développés, les autres pays, etc. La composante solidarité est bel et bien là. Et puis, autre chose que l'on constate, et c'est réellement... il faudrait inclure cet élément dans le pacte mondial. La société civile, en tant que société civile, on sait que le changement se produit à long terme, pas à court terme. Les choses peuvent se produire, certes, également demain, mais on sait que de nouveaux migrants ne quittent pas par choix, mais c'est plutôt par nécessité. Vous savez...
un enfant de 2 ans qui doit quitter le territoire, c'est pas sur base volontaire. D'où la question de la prévention. Quel est l'argent qui devrait être prévu? Que doit-on faire pour combattre les problèmes de corruption dans le pays d'origine, etc. Et comment peut-on réagir? En d'autres mots, la composante prévention est une composante clé, d'après nous, histoire de devenir plus efficace et pouvoir soutenir de manière plus appropriée, adéquate. Merci beaucoup. Voilà, on dispose de 10 minutes. Soyons concrets, s'il vous plaît. Là-bas, je vous en prie. Adelante, por favor. Yes, thank you, Chair, and thanks to the Merci, Monsieur le Président. Je suis Denis Seignolo d'Éducation internationale. Je représente également le mouvement mondial des syndicats. En ce qui concerne la nature non contraignante du pacte mondial, je sais que pour certains d'entre vous, c'est un avantage. Mais je ne crois pas que ce le soit réellement. Et je crois que nous ne pouvons nous contenter d'un accord non contraignant. Nous avons vu dans les processus intergouvernementaux que les gouvernements s'éloignent de plus en plus des instruments contraignants. C'est un fait. C'est vrai qu'il y a des questions de souveraineté nationale. C'est vrai qu'ils disent « nous avons une législation nationale qui couvre déjà ces aspects, etc., de manière adéquate, pas besoin pour nous de nous engager sur une convention au niveau international ». Malheureusement, l'impact de cela, c'est que rien ne se fera, ou très peu. Il y aura, oui, quelques exemples par-ci par-là d'États qui donneront l'exemple, mais je crois que, voilà, c'est un problème. Et pourquoi est-ce un problème? Parce que nous sommes aujourd'hui face à des conventions de l'OIT, des conventions de l'ONU, des textes extrêmement forts, robustes, mais qui ne sont pas mis en œuvre. Et ces textes, parfois, ne sont tout simplement même pas adoptés ou ratifiés. Et je crois qu'il faut se demander pourquoi certains textes ne sont parfois pas ratifiés ou pas adoptés et pas mis en œuvre quand ils le sont. Et nous devons absolument combler ce fossé entre les instruments existants et la réalité sur le terrain, et ensuite aller plus loin avec un pacte qui soit plus puissant. Ensuite, je crois qu'il faut ajouter à cela une autre dimension qui est celle du monitoring robuste et d'un système de responsabilité qui permet clairement de placer face à leurs responsabilités toute une série d'acteurs. Pensez à l'OIT et au comité d'experts qui révisent toute une série de situations et de cas spécifiques sur base de rapports. Je crois que c'est un mécanisme comme celui-là qu'il nous faut. Djibril a très bien parlé à l'instant. Je crois que le contenu, évidemment, doit être est fondamental. Le contenu du texte doit, par exemple, traiter la question des travailleurs. La plupart des gens migrent pour des raisons liées au travail. Il faut traiter la question du droit aux services publics, la santé, l'éducation. Et je crois que, puisqu'on a 2-3 jours ici, essayons de nous intéresser à la question du contenu. Merci. Je vois une collègue là. Je vous demanderai d'être assez concret, s'il vous plaît, pour que les membres du panel puissent répondre. My name is Chris. Je suis Christelle O'Peer du Trust sud-africain. Un point sur l'éducation des jeunes. Je crois que quand on regarde le contexte africain, il faut absolument comprendre quels sont les rêves et comprendre que l'éducation ne répond pas à ces rêves. C'est pour cette raison qu'il y a cette volonté d'aller voir ailleurs, d'aller chercher ailleurs autre chose, d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe, de trouver une nouvelle vie où tout fonctionnera beaucoup mieux, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Donc je crois qu'il faut conscientiser les jeunes davantage et peut-être utiliser ceux qui reviennent au pays pour montrer aux jeunes que tout n'est pas si parfait que cela quand on est en Europe ou aux États-Unis. Et ensuite, les situations de conflit sont importantes, notamment en Afrique où les conflits sont monnaie courante. Les gens veulent vivre bien. Quand vous voyez la RDC,
et toute une série d'autres pays. Il y a 2 jours, 10 000 personnes ont quitté leur région à cause de la violence et du conflit dans l'Est. Les gens cherchent à vivre bien. Tant qu'il y aura des conflits, tant qu'il y aura, entre guillemets, de la violence, eh bien, c'est clair que les gens partiront. Et beaucoup de pays sont impliqués dans ces conflits, même si c'est souvent dans les coulisses. Donc, je crois qu'il faut absolument agir sur la résolution des conflits pour résoudre en partie la pression qui pèse sur les gens. Merci. J'ai une demande de parole ici devant. Ici, tout devant. Allez-y. À nouveau, donc de la conférence Outreach et des collègues donc, de Budapest. C'est une réflexion qu'ils partagent avec nous et avec vous. Ils disent que il est possible d'utiliser les bonnes leçons qui ont eu lieu et qu'on peut enregistrer dans certains cas de négociation. Et en Hongrie, notamment, nous sommes dans une situation où il est difficile pour nous d'avoir une vraie communication entre la société civile et le gouvernement. C'est la situation maintenant en Hongrie et il faut absolument remettre en place un vrai dialogue et une vraie communication entre tous les acteurs. Regresamos. Merci. Ici et là-bas. Bonjour, Roberto Bravo. J'ai une proposition à faire. Nous avons aujourd'hui un gros problème avec Donald Trump et sa position par rapport à l'immigration. Pourquoi ne pas imaginer qu'un État, je ne sais pas, comme l'État de Californie, qu'un État comme celui-là puisse dire quelque chose? Parce qu'on a un gouvernement, un président américain qui est contre l'immigration, et on a un État comme la Californie, le gouverneur et l'ensemble des dirigeants de cet État qui sont pro-immigration, qui veulent des immigrants. Pourquoi ne pas justement inviter des gens comme cela pour qu'ils nous montrent pourquoi, à leur avis, l'immigration est importante aux États-Unis? Dernière prise de parole. La proposition de Djibril, c'est très intéressant, mais seulement il faut le concrétiser. Lorsque vous parlez des objectifs ou vous parlez des principes, il faut les mentionner. Surtout lorsqu'on parle de droit, de respect des droits de l'homme. Surtout lorsqu'on parle de les causes de problèmes. Parce que lorsqu'on a commencé cette dynamique en 2007, on parlait de la cause, c'est le développement. La cause, c'est le respect des droits de l'homme. La cause, c'est une gouvernance très claire. Il faut mentionner ça. Plus, à mon avis, je pense que la société civile, pour garder sa crédibilité envers les populations victimes, il faut au moins qu'il y ait un message au gouvernement. Un message au gouvernement de la voix des victimes qui meurent quotidiennement dans le Méditerranée. La voix des victimes qui sont victimes de migration climatique et la voix des victimes qui sont victimes des guerres. Il faut que les gouvernements sachent que pour que la société civile joue son rôle, il faut qu'il y ait respect de certains principes, il faut une gouvernance qui prend en considération des solutions solides, plus il faut aussi des positions très claires sur la montée du racisme et la xénophobie et le populisme que beaucoup d'États utilisent, qui sont très graves pour vivre ensemble dans ces sociétés. Il faut qu'il y ait une voix, un message. Il ne faut pas que la société civile tombe dans le piège de nous voulons être les pompiers du gouvernement. Nous avons notre rôle et notre position. Il faut que le message soit clair. Et nous sommes prêts, s'il y a des consultations sérieuses, pour trouver des solutions qui se basent sur les principes droits de l'homme, développement, respect de la vie humaine. Gracias. Lo siento, no puedo dar más. Merci beaucoup.
Je ne peux malheureusement plus donner la parole à qui que ce soit, faute de temps. Je donne la parole aux membres du panel et on aura davantage de temps par la suite pour parler notamment de tout cela dans l'une des sessions spéciales, la session spéciale numéro 1. Qui veut réagir? Deux petites choses pour réagir à ce que Denis d'Éducation internationale nous disait. C'est vrai que on nous a dit, voilà, ce sera un pacte non contraignant. On nous l'a dit à plusieurs reprises. Et c'est vrai. Je lisais ici mes notes tirées de la réunion de Louise, ce que disait Louise Arbour la semaine dernière à Bruxelles. Dommage qu'elle ne soit plus là, d'ailleurs, elle est repartie. Mais elle disait qu'à son avis, il faut peut-être d'abord réaffirmer certains principes de base existants. Et en soi, cela va déjà permettre de faire avancer les choses. Et elle parle notamment du cadre des Nations Unies en matière de droits de l'homme, de certaines conventions de l'OIT, dont elle estime qu'effectivement, voilà, ces textes doivent être mis en œuvre, même si le pacte risque d'être non contraignant. Et puis un commentaire bref. Je crois que le collègue du Liban, la collègue, pardon, du Liban l'a dit. C'est une réflexion que je partage avec vous ici. Je voudrais dire que il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on appelle la migration volontaire. Beaucoup de gens affirment que eh bien, on émigre parce qu'on a envie d'émigrer, parce que c'est un choix. Non, je crois que ce n'est pas un choix dans beaucoup de cas, et il faut absolument insister sur cela. Et je vois beaucoup d'Européens aujourd'hui parler de migrants économiques. Et on ne peut pas qualifier les gens comme cela en disant, voilà, vous êtes un migrant économique. À 100%, non. La migration, c'est un phénomène qui est multifactoriel. Et je crois qu'il faut d'abord voilà, expliquer ces facteurs, comprendre que ce que les gens veulent quand ils partent de leur pays, c'est plus d'une seule chose et pas uniquement un boulot. Ce qui m'encourage, c'est que tout le monde ici semble être d'accord pour dire qu'il nous faut quelque chose de pratique et qui puisse être mis en œuvre. Donc je crois que le boulot que nous devons faire maintenant, nous, par rapport au pacte, ce sera justement de tout faire pour que ce texte soit quelque chose de concret, de pratico-pratique. Et il faudra travailler sur cela, notamment cet après-midi, dans les différentes sessions et dans les groupes parallèles. Essayons d'être pratico-pratique et de couvrir, entre guillemets, cet aspect-là des choses. Le collègue, les collègues notamment du Liban et d'Afrique du Sud, je reviens sur vos commentaires. Je crois qu'effectivement, il faut faire ce lien entre le pacte sur les réfugiés d'une part et sur les migrants. Le pacte sur les réfugiés impose d'aider les gens à s'installer dans un autre pays, de limiter la pression sur les pays d'origine, de voir quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un retour potentiel se fasse, et ensuite aider également les réfugiés à être autonomes et indépendants. Et samedi, j'espère, quand nous terminerons, que nous aurons eu l'occasion d'avoir une réflexion importante et intéressante sur toute une série de choses liées à cela. Et il faut que nous soyons capables de dire des choses claires, que nous soyons pratiques et que nos messages passent, parce que si ce que nous disons n'est pas entendu, c'est comme si nous n'étions pas là. J'entends des bulles, des liens et une certaine urgence. Des bulles parce que nous vivons tous dans une bulle. Comment pouvons-nous lier ces bulles entre elles? Exemple. Katmandou nous suit en ligne. Il y a des gens là-bas qui sont en ligne et qui nous écoutent.
j'ai fait, entre guillemets, un petit programme vidéo, un TED Talk. Personne ne le regarde. Il est en ligne, à part mes proches, ma mère, et voilà, personne ne regarde. Eux font une vidéo et 270 000 personnes se connectent. Donc il faut réunir toutes ces bulles. Mouvement, il y a d'autres mouvements là-bas, dehors de cette salle, qui veulent également une société harmonieuse et paisible. Et il faut travailler avec ces groupes. Les liens avec le pacte mondial sur les réfugiés, oui, bien sûr. Ce matin, à 9 h, il y avait un événement au Palais des Nations et au comité permanent du HCR qui portait justement sur aussi le pacte mondial, sur le fait qu'un enfant est un enfant, quel que soit son statut d'immigrant ou pas. Et là, et on a parlé là apparemment des déplacés internes. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, l'urgence. Il faut que l'on bouge. Il faut que l'on agisse parce que la phase de consultation, elle est terminée quasiment. Et novembre, c'est demain. Et il y a tellement de consultations en cours que, franchement, je me demande si on va être capable de les suivre. Il faut absolument réfléchir à ce que nous voulons faire, à ce que nous voulons soutenir et absolument utiliser l'espace qui est disponible. Peu importe qui parle, ce qui est important, c'est ce que l'on dit et la légitimité qu'on a pour le dire. Et cette journée d'aujourd'hui et celle de samedi, c'est l'occasion pour nous de dire des choses qui seront légitimes et qui pourront être utilisées par les gens que nous représentons pour montrer que des choses se font aussi au niveau national et pas uniquement à New York ou à Genève. Muchas gracias al exquisito panel que Merci beaucoup au fantastique panel que nous avons pu entendre. Tout ceci ne fait que commencer. Nous allons maintenant pouvoir travailler dans les autres sessions. Et donc, nous allons manger, je crois, enfin. Et je donne la parole, donc, je ne sais pas, à quelqu'un peut-être qui nous explique la procédure pour le repas, peut-être.